Bien le bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo lecture, en allant comme d'habitude vers ce que j'ai le moins aimé, vers ce que j'ai le plus aimé. Et on commence avec... Pas fou. Alors, que dire? Globalement, alors, je me suis un peu fait chier. En fait, le bilan que j'ai, c'est juste que je pense que je suis plus la cible. Archie Comics, c'est un truc que j'ai lisé quand j'étais genre au collège. Et en fait, je pense que ça se lit dans ce mood-là, tu sais, quand t'es au collège, lycée, où tu commences à t'intéresser aux relations amoureuses, tout ça, t'as les hormones en feu. Parce que, en fait, tout le but des comics Archie, c'est la relation amoureuse entre les personnages. Archie qui est tout le temps entre deux filles et tout, voilà. C'est un peu le principe du truc. Ouais, je pense juste que je suis plus la cible. Le dessin, c'est ok. C'est pas incroyable, mais c'est joli, c'est coloré, on va dire. Et en fait, plus je lisais et plus j'avais un blocage sur le fait que je pense que si on me l'avait prêté, j'aurais bien aimé. Et le truc, c'est que me dire que j'ai payé 15 balles pour ça, alors que j'aurais pu acheter d'autres trucs, eh ben ça fait mal. Je pense que je suis plus la cible, c'est tout. Voilà. On reste dans le classique des comics Archie où on voit la relation entre les personnages. Betty et Archie qui ont rompu, puis après t'as Véronique qui arrive. En fait, les Archie comics, c'est un peu une télé-réalité, on va pas se mentir. C'est clairement ça. C'est bien en fait, c'est ce genre de truc où c'est bien pour commencer les comics. Si tu veux lire autre chose que du super-héros. C'est typiquement si tu veux lire autre chose que du franco-belge, tu lis ça. Après, on parle d'un mec qui a pris son pied devant Crost, donc qu'est-ce qu'on peut comparer? Non mais voilà, globalement c'est pour moi un comics qui a pas eu un grand intérêt au niveau de l'histoire. C'est la narration est cool. En fait, au début de chaque épisode, il te casse le quatrième mur. En fait, Archie te parle à toi, il te raconte sa vie, tu vois. Et voilà, j'ai juste pas été la cible, j'ai pas accroché. Ça finira dans la pile de la honte. Je pense que je vous en ferai une vidéo un jour de ma pile de la honte. Tu sais, c'est tous ces bouquins que t'as acheté, que t'as pas aimé, mais que tu veux pas revendre parce que bah tu perds de la valeur et du coup t'es baisé. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois en avoir des comme ça. Et bah voilà. Et bah il va aller dessus. Donc spoiler, hein, je ne prendrai pas la suite. Je suis assez expéditif dessus parce que j'ai pas grand chose à dire. C'est un comics qui a... Tu sais, si tu le lis pas, bah voilà. J'adore l'eau. Ok, deuxième lecture. Et là, du coup, on va rentrer dans les trucs que j'ai bien aimés. Et on va dire que sur ce titre-là, je suis semi-mitigé, on va voir. Immortal Hulk. Alors, déjà, couverture extrêmement stylée, j'adore. Faudrait que je le trouve en VO pour le mettre derrière. Immortal Hulk, il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimées. Il y a certains trucs qui m'ont un peu dérangé. Déjà, les dessins sont incroyables. Joe Bennett, il fait un taf, les mecs, insane. Sur les ombres, les formes des objets, sur les reliefs, hein, il y a un taf incroyable. Et sur les gros plans, même, je vous montre sur ces deux doubles pages, elles sont... Enfin, en fait, quand je l'ai lu, j'ai reculé la tête parce que c'est prenant, tu vois. Déjà, très bon point. Ensuite, au niveau de l'histoire, j'ai bien aimé le postulat de départ qui est que Bruce Banner, il est sur la route, donc il est vagabond, tu vois. Et en fait, dès le début, bah, c'est le principe du truc. Hein. Dès le début, il se fait tuer. Et on sait tous que. Enfin, c'est exploité dans plein de récits de Hulk. Que si Bruce Banner meurt, bah, c'est Hulk le ramène. Tu vois, en gros, il se transforme en Hulk et après, il est vivant, si tu veux. Donc, c'est parti de ce principe-là que après Bruce Banner est mort. Et que t'as tout un délire dans l'enquête de police de. Ah, mais ça peut pas être Hulk parce qu'on a vu Bruce Banner mourir et tout. Et le concept de voir Bruce Banner sur la route, alors que bah, on le voit toujours en équipe ou dans ses séries avec les Avengers ou quoi. Et ben, j'adore le concept, je trouve l'idée vachement intéressante, il y a plein de trucs à faire. Maintenant, je vais être très honnête avec vous, la fin de ce tome-là m'a pas vraiment pumpé à lire la suite, parce que j'ai pas trouvé les intrigues extrêmement intéressantes. Dans les premiers épisodes, il va se battre avec un petit voleur de supérette qui va tuer deux personnes, dont bah, Bruce. Et après, il va le retrouver, et en fait, le mec est lié à un gang de bikers, et il se bat contre eux, et j'étais pas extrêmement investi. Faudrait que je me renseigne sur les autres tomes pour voir comment c'est. En fait, c'est chiant parce que je me suis intérieurement ultra motivé dans ma tête pour le lire. Et là, je l'ai lu et je suis en mode, Osef, tu vois. Je prendrai sûrement la suite parce que j'en ai entendu que du bien. Mais ce sera pas dans mes priorités. Et j'ai aussi été un peu déçu dans le sens où on me l'avait beaucoup vendu pour le côté horrifique et rappel à l'horreur des années 80. C'est pour ça que j'en ai parlé dans ma vidéo achat et c'est surtout pour ça que je l'ai pris. Et au final, je n'ai pas vraiment retrouvé ce côté-là. Un peu, mais pas de façon aussi forte et prononcée que je l'aurais voulu. Voilà, par exemple, je vous montre sur ce genre de page clairement le côté horreurier, mais en fait le reste du récit il est assez effacé, donc j'étais un peu déçu. Et de manière très objective, je pense que pour les gens qui adorent Hulk, c'est un truc à lire, clairement. Alors ensuite, on va passer à un truc qui m'a longtemps divisé. Je me suis dit allez, on y va. Il y a quelques mois maintenant, j'avais fini de relire la série Injustice. Et ils ont fait un jeu vidéo Injustice 2. Donc il y a eu des comics Injustice 2. Et c'est toujours, en fait, c'est typiquement le cas où je me suis dit, ils ont fait un 2 parce que le premier a trop bien marché, du coup ils vont faire de l'argent sur ça encore, sur le titre. Et en fait pour moi la fin du tome 11 de Injustice, bah elle conclut la série, t'as pas besoin de plus. Tu vois, Superman est arrêté, et voilà. Et là ils se sont dit, bah venez on va faire libérer Superman. Et du coup j'ai lu Injustice 2.
Alors, les dessins sont toujours super, là-dessus, il n'y a rien à dire. Côté art, il n'y a absolument aucune remarque à faire. Mais dès que je l'ai ouvert, il y a un truc qui ne m'a pas rassuré, on va dire. C'est que tout le temps, au début d'Injustice, je vais vous montrer, tout le temps au début d'Injustice, tu as un bilan des personnages qui existent dans la série et qui sont vivants ou morts, tu vois. Et quand tu regardes la liste des personnages qui, du coup, sont dans Injustice 2, j'ai eu le sentiment de me dire, ouais, ils ont pris les fonds de tiroir, ils ont pris les héros qui restaient parce que, tous les héros principaux qui étaient bien, ils sont morts dans le premier, tu vois. Ils ont fini leur intrigue. Et du coup, ils ont pris tous ceux qu'ils avaient pas pris dans le premier, ils l'ont mis là. Donc t'as la Suicide Squad. Je suis très partagé sur ce tome. Autant il y a des concepts qui m'intéressent, genre il y a un Batman qui fait penser à Batman Grim Knight, qui est venu récemment dans le multivers noir. Et on a plein de héros secondaires un peu. Il y a le Dr Fate, il y a Booster Gold, il y a Blue Beetle, voilà. Donc vous voyez que c'est plein de héros, ils sont remplaçants dans l'univers d'ici, tu vois, genre, voilà. Et je sais pas si j'ai envie de lire ça en fait. Je suis partagé, mec. Malgré tout, je pense que ça restera une très bonne série régulière de super-héros s'il y a des gens qui ont envie de le lire, tu vois. Je pense très certainement que ce sera pas à la hauteur de la première série. Ils ont fait tellement fort. Et le postulat dans celui-là, c'est que, vu que dans la première série, ça a été d'arrêter Superman et d'empêcher qu'il nique la Terre, en gros, et le postulat du 2, c'est qu'on va essayer de reconstruire. Comme d'habitude, t'as des opposants, et voilà. Ça sera ce sera parti pour la répétition, ce sera le bien contre le mal, en gros. Qui est le bien, qui est le mal, ça, ce sera pas le sujet du débat. Je pense malgré tout que je prendrai la suite, tu vois. Je pense qu'il faut pas se mettre dans la tête à le comparer au premier. Ce serait une erreur et ce serait ne pas lui rendre service parce que c'est pas le but. C'est que la suite. Il faut pas qu'il fasse meilleur parce que ça va pas être possible, je pense. Après, il y a quand même des personnages qui vont intégrer dans l'univers qui m'intéressent vachement, surtout à la fin, il y a Supergirl qui arrive. Et ils l'ont mis dans un angle qui est vachement intéressant avec Black Adam qui a un peu lui embrouillé la tête parce que elle est arrivée comme dans la série normale des années après. Et puis aussi en étant grand fan de l'univers de Green Lantern et de la mythologie de Jeff Jones, ils vont mettre Atrocitus, donc j'ai hâte de voir ça. Mais je sais pas trop, j'ai un peu peur. Je veux pas vous mentir que j'ai un peu peur. Après faut dire aussi qu'en ce moment je suis pas trop dans un mood à lire du super-héros, je lis vachement plus d'indé. Vous allez voir avec ce qui va suivre après. Je m'y remets doucement super-héros, je pense juste que j'ai fait une overdose. Ça fait 2-3 ans que j'ai lu ça à la volée, tu vois, pour consolider ma culture sur l'univers d'ici surtout. Et c'était un peu trop, je pense. On va finir avec 2 titres indés que j'ai adorés. On commence par le tome 2 de Nailbeater, série absolument géniale. J'adore Nailbeater, c'est trop bien. Le tome 2 de Nailbeater, il fait suite au tome 1 où on aura introduit l'histoire qu'un agent de police a disparu dans la ville de Bukaru parce qu'il enquêtait sur le mystère de cette ville, qui est que, en gros, cette ville a le plus haut ratio de production de tueurs en série. Il y a 16 je crois, tueurs en série qui sont sortis de la ville et on les appelle du coup les bouchers de Bukaru. Et ce flic a enquêté sur pourquoi c'était si haut. Et en gros il aurait trouvé, sauf qu'il a disparu juste avant qu'on le sache. Et il y a un de ses potes du FBI qui est venu enquêter. Et au cours de l'enquête, ils vont devoir s'allier avec Nailbeater, qui est le dernier tueur en série connu et qui va peu à peu se ranger du côté du bien. Avant juste de passer sur l'histoire en lui-même, faut que je dise un truc. Donc c'est édité par Glénat. Et le truc a une odeur, vous pouvez pas le sentir. J'ai acheté neuf, hein. Vous pouvez pas le sentir, mais le tome a une odeur horrible. Genre, on dirait, ça sent pas la bouse, mais limite. Et je mens même pas. Il pue, je vous jure que ça pue. Enfin voilà, c'est juste un truc, ça m'a chatouillé tout le long de la lecture, mais passons. Au niveau des dessins, c'est toujours génial, j'adore Mike Henderson, il y a un côté très terne, c'est très creepy comme ambiance. Et en fait, il y a la fusion parfaite entre des décors creepy et des personnages bien détaillés qui ajoutent parfois un peu de lumière dans ces décors-là. Et ça te donne des scènes qui ont un mix parfait pour le coup, c'est vraiment génial à voir. Il y a un truc que je n'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Je crois que c'est le deuxième issue qui est dedans, donc c'est quoi? C'est le numéro 7. Pour ceux qui n'ont pas lu, alors je vais le dire, vous allez peut-être pas comprendre pourquoi, mais ils ont inclus Brian Michael Bendis en personnage dedans. Donc là, c'est Brian Michael Bendis le mec là. Donc Brian Michael Bendis, si vous connaissez pas, c'est un scénariste de comics qui a rien à voir avec Nailbeater. Enfin, il écrit plein de trucs pour Marvel, notamment. Notamment, il fait sa pub dedans, là. Je vous mets cette case-là, mais voilà, il fait sa pub et tout. Mais j'ai pas compris. C'est un personnage secondaire dans la série. Et en fait, il vient à Bukaru pour écrire un comics. Et je déteste quand ils font ça, putain. Je parlais tout à l'heure de briser le 4ème mur. Tu brises le 20ème mur, là. Genre, c'est quoi ce bordel? Au-delà de ça... c'est un tome que j'ai trouvé globalement un peu en dessous. Faut dire que le tome 1 est absolument épique. C'est fort en émotion si tu veux. Donc c'est un peu compliqué d'être à la hauteur. On a des bribes de choses qui expliqueraient, mais genre à peine, tu vois. Et en fait, c'est des éléments qui n'ont pour toi absolument aucun rapport. Mais j'imagine que à force, on y verra un rapport. Mais globalement, j'adore l'ambiance malsaine. En fait, c'est une ambiance où tu n'es pas serein, tu vois. C'est très... Je vous le montre au niveau des pages, mais comme je l'ai dit, c'est très terne, c'est très sombre. C'est démoralisant comme ambiance en fait. Je pense que c'est ça le bon mot, c'est démoralisant, c'est tout le temps moche, c'est la tempête constamment. Pour un polar enquête qui tourne sur l'horreur,
bah c'est juste parfait. Pour le coup, j'ai ultra hâte de lire le tome 3, je crois que c'est fini en 6 tomes, donc je vais aller assez vite, je vais le rusher le truc parce que ça me passionne. Et j'ai très hâte de percer le secret des bouchées de Bucaro en tout cas. Même si l'album il sent mauvais. Je vous jure, je comprends pas. Hein. Là, quand c'est fermé, ça sent pas. Là, ça sent. C'est le papier. C'est ça, là? Putain, ça pue. Et du coup, les mecs, on passe au main event. J'ai fini Invincible. Alors, beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Globalement, j'ai adoré. Voilà. J'ai entendu ça partout. Je pouvais pas... Faut pas que je sois un renégat à chaque fois. Faut pas que je dise que tout ce qui est bon est mauvais et inversement. J'ai adoré Invincible, c'est vraiment génial. Commençons par le positif. L'histoire. Elle est excellente. Le cliffhanger... Je le mentionne tout de suite, mais... Le cliffhanger du milieu... Parce que du coup, j'imagine que c'est le regroupement de 2 tomes de l'ancienne édition. Donc la fin du premier tome, pour vous, si vous avez l'ancienne édition. Le cliffhanger, je l'ai pas vu venir, je me le suis pris en pleine gueule, c'est incroyable. En fait, on te met tellement en confiance dans le récit, et là, on te met un coup de pierre derrière la tête. Ouf, rien que pour ça, génial, tu vois. Quand on arrive à te surprendre, en te plongeant dans un univers, et on te change tout, juste trop fort. Aussi, la scénarisation, dans le sens découpage des cases. Il y a plein de moments où tu sens la longueur ou la rapidité de la scène dans le nombre de cases qu'ils mettent. Je pense à ce moment-là où Marc dort et qu'il se réveille pour aller à l'école, je crois, et ça prend genre 2 pages. Parce que en fait, il parle, t'as ensuite 2 fois la case qui se répète, et puis il reparle parce qu'en fait, genre, il dort encore, tu vois. En fait, tu sens tellement le temps passer, c'est juste trop malin, tu vois. Après, c'est Robert Kirkman, donc on peut s'attendre à des trucs très malins. Il y a aussi un moment que j'ai bien aimé, alors je sais pas si je vais le retrouver, je l'ai pas marqué, je suis un peu con. Où en gros ils se foutent de la gueule de la scénarisation. Et je crois qu'ils discutent du fait de répéter les mêmes cases sur une page. Et ensuite en dessous t'as 2 fois la même case pour laisser le temps passer, tu vois. Et du coup ils se foutent eux-mêmes de leur gueule. Invincible, c'est clairement un truc... C'est un truc que je pourrais pas vous expliquer. Faut le lire pour s'immerger dedans et comprendre. Je suis très curieux de voir pour la suite. Du coup je sais pas en combien d'intégrales ça va être prévu. Au moins 4 je pense. 4 ou 5. Parce qu'il y a beaucoup de tomes je crois en édition simple. C'est un truc, je prendrais d'office la suite, j'ai vraiment adoré, je l'ai dévoré le truc. Je pense que je l'ai lu en 2 jours, en faisant des pauses. Donc vous voyez que le truc est quand même pas mal épais, mais je l'ai dévoré, hein. Ça se lit, ça se sirote. Ah si, il y a ce moment-là aussi. Quand je vous parle de scénarisation et de découpage des cases, c'est pas une histoire linéaire dans le sens où, tu sais, il se passe un truc et ça, t'as un déroulement, t'as un déroulement, t'as un déroulement, t'as un déroulement. T'as plein de moments dans le récit où c'est entrecoupé de genre une page d'un truc qui se passe. Genre ça a aucun rapport, enfin ça a aucun rapport. Il se passe un truc qui a rien à voir avec l'intrigue principale, et ils le mettent et ça coupe, tu vois. En fait, ça fait de la ponctuation et c'est trop smart. Je pense à ce moment au tout début, quand Marc il travaille encore dans le fast-food là, où il doit aller jeter la poubelle, et au lieu de la mettre dans la benne, genre il la jette en l'air et du coup bah elle s'envole. Et ça coupe là en mode waouh, trop bien, tu vois, parce qu'il commence à développer ses pouvoirs. Et tu arrives genre 100 pages après, et ça se coupe, et t'as une page qui est ajoutée, où tu vois un mec qui va se prendre la poubelle. C'est ce genre de temporalité, genre ils ponctuent les actes, c'est trop malin, j'adore quand ils font ça. Maintenant on va passer à ce que je n'ai pas aimé, parce que quand même il y a quelques trucs, j'imagine que c'est purement subjectif, hein, c'est pas des points négatifs généraux, c'est des trucs que moi, qui m'ont tiqué, on va dire. Le premier truc c'est le dessin, je peux pas ne pas en parler. On voit qu'au fil du tome, il y a de l'évolution dans le dessin, tu vois. On commence sur des premières pages où le décor est uni quasiment à chaque fois, enfin, c'est pas très détaillé, et plus t'avances, plus ça s'améliore. On va dire que t'as de la vélocité, t'as des principes qui sont originaux dans les dessins, notamment cette page-là où t'as un mix de couleurs qui est ultra intéressant quand tu comprends que le mec envoie des ondes. Quand t'arrives vers la fin, où t'as le dénouement et les scènes de combat, là, pour le coup, c'est bien détaillé. C'est pas au niveau, pour moi, d'un Greg Capullo ou d'un Jim Lee pour donner les plus grands, mais quand même, on peut pas dire que c'est au même niveau que le premier. Ensuite, le truc qui m'a le plus... ça m'a pas dérangé, ça m'a un peu saoulé, on va dire, c'est le fait qu'il parodie de manière très ouverte des héros qui existent déjà. Mais des parodies, genre, limite on dirait un Scary Movie le truc. Dans le comics, t'as un genre de Ligue des Justiciers, t'as la copie de Green Lantern, t'as la copie de Wonder Woman, t'as la copie de Batman, et c'est tellement assumé et ouvertement ridicule que... Enfin, pour le coup, moi, c'est un truc qui ne me fait vraiment pas d'effet, ça me fait même pas rire, tu vois, je suis en mode... Je me rappelle plus de leur nom, mais c'est tellement ridicule, mec. Et tu vois, en tournant les pages, je viens de me rappeler qu'il y a tellement... encore plus de parodies. Ça me fait tellement pas rire, moi. Enfin, peut-être que vous, ça marche, mais... Comment il s'appelle, la parodie de Green Lantern? Il est horrible. Le mec, c'est Green Ghost, et il a pas un anneau, il a genre une pastille qui dégueule à chaque fois. Enfin, je trouve ça tellement pas drôle, mec. Puis après, au fil des pages, tu vois qu'il y a des parodies de Star Trek, t'as des parodies de Savage Dragon, t'as des parodies de Watchmen, t'as Rorschach qui a
qui est un espèce de gorille avec une tête rouge. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est tout ce que je dis. Chez moi, ça me fait pas rire. Je trouve ça limite un peu saoulant. Parce qu'il pourrait se créer une mythologie avec des héros, on s'en fout, tu vois. Ça enlève rien à la qualité du comics qui est excellent. Qui, niveau narration, je pense qu'on peut pas lui égaler grand chose tellement il est haut, tu vois. Même si, encore une fois, le dessin, bon, voilà. En tout cas, voilà pour ces lectures de septembre. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous avez lu et votre avis sur tout ce que j'ai lu si jamais vous en avez un. Mais en tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao!